À vous la parole pour 20 minutes. Bonjour. On va vous présenter cette rénovation énergétique donc de Lorient, qui s'avère être relativement exemplaire, mais d'autant que, en fait, dès le début, il s'agit d'un bâtiment lui-même exemplaire à plus d'un titre. D'abord, c'est un bâtiment qui a été construit en 1970 et il est un des derniers exemples de reconstruction de la ville de Lorient en plein centre-ville. L'hôtel de ville est tout à côté. Alors, ce qui est remarquable, c'est que c'est un bâtiment qui a été fait sur le principe des refends porteurs, type coffrage tunnel. Le procédé comment dire, comment ça s'appelle Comment je peux vous aider? Oui, non, mais je vais y arriver. Oui, le procédé qui avait été mis au plan par Jean Dubuisson dès les années 50, de sorte à oublier complètement les façades porteuses et à pouvoir ouvrir complètement toutes les façades en permettant la lumière d'entrer et d'avoir systématiquement des logements traversants. Donc ça, c'est ce modèle-là qui a été mis au point il y a 20 ans déjà et qu'on connaît. Voilà. En revanche, ce qui est aussi à remarquer, c'est que, donc, d'une part, c'est en centre-ville, c'est un des derniers éléments de reconstruction de Lorient, centre, mais c'est aussi une opération qui s'est faite sous le principe d'une coopérative HLM. Donc en 70, c'est-à-dire que c'était un des derniers exemples de ce type de montage, puisqu'en 71, le législateur a supprimé le procédé puis pour obliger systématiquement des sociétés type civil de se mettre au point pour faire ça. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'en l'occurrence, donc, en 70, nous avons 96 copropriétaires qui, au départ, étaient 96 locataires. Et plutôt des revenus modestes. Et aujourd'hui, donc, plus de 50 ans après, eh bien, la majorité des copropriétaires sont les locataires d'origine. Donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir une grande cohésion et un attrait à ce bâtiment qui nous a aussi beaucoup aidé pour faire les travaux, qui sont d'un montant très important. Alors, autre chose. On voit ici le plan type qui nous montre un 4 pièces et un 3 pièces. Alors, pour info, on a les 3 pièces à 70 mètres carrés et les 4 pièces à 83. On voit bien les refends transversaux avec les façades entièrement libres, aussi bien donc, au haut de la feuille, nous avons la façade nord-est, où nous avons toute la zone nuit. Au sud, donc au sud-ouest, toutes les façades séjour, et au centre, la bande servante avec les pièces d'eau et la cuisine. On voit aussi, chose importante, que toute la façade sud-ouest est en fait entièrement vitrée et donne sur des coursives complètes, avec la coursive qui s'élargit au droit de la cuisine pour avoir le coin repas extérieur. Donc, plan assez remarquable, hormis peut-être le noyau central, étant donné qu'on est c'est un immeuble de 4e famille, on est pratiquement IGH, donc on a les deux ascenseurs principaux, toutes les gaines techniques avec des enfumages qui font un noyau avec l'escalier un petit peu important, mais on a quand même des appartements qui sont très agréables et qui offrent un plan extrêmement clair et limpide. Donc, suivant toutes ces qualités-là, ça explique qu'on a pu réaliser sur un habitat privé une copropriété de 96 personnes, des travaux extrêmement importants avec l'unanimité quasi de l'ensemble des copropriétaires. Sachant que pour la petite histoire quand même, étant donné l'âge du bâtiment, nous avions une proportion de nonagénaires extrêmement importante. Et ce n'est pas toujours évident de trouver l'accord de tous ces gens-là. Alors, par contre, malgré ces qualités, évidemment, en 70, le niveau de traitement thermique des bâtiments, ce n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Alors,
En façade sud, donc sud-ouest, l'ensemble étant vitré, de loin en loin, en fait, les copropriétaires ont changé leur menuiserie. Hein, voilà. Par contre, sur la façade nord-est, voilà, on voit la façade nord-est. On a donc cet immense mur rideau, hein, j'ai 1600 m² de mur rideau, avec un principe donc, de menuiserie aluminium, de remplissage type Glasal ou panneau fibrociment, et une vingtaine de pourcents environ de menuiserie aluminium sur des cadres bois même par endroit. Donc là aussi, les gens ont pu changer leurs fenêtres au cours du temps, mais comme ça ne représente que 20% et que la constitution elle-même du mur rideau offre à peu près une résistance thermique proche de zéro, c'était vraiment très compliqué. Et d'autant qu'en plus dans le temps, ce mur rideau, évidemment, il bouge un peu, on monte à 36 mètres de haut quand même. On a 11 étages sur rez-de-chaussée et entresol, hein, puisqu'en rez-de-chaussée et entresol, on a des duplex. Ce grand mur, il offrait des fuites et ainsi de suite. Alors même si les gens essayaient de s'isoler un petit peu à l'intérieur, c'est pas ça qui faisait la chose. Hein. Donc, la prochaine. Donc, globalement, ce qui a été envisagé hein, au niveau structure, c'est l'isolation extérieure de la façade arrière, parce qu'à l'avant, c'est que du vitrage, de toute façon. Hein. L'isolation extérieure des pignons, c'est les deux pignons de base. Bon, ça avec un INTE classique, hein, bon, ça, pas d'invention. Et à l'intérieur également, l'isolation des parois, des planchers froids, parce qu'on a des caves en entresol, donc ça aussi on isolait les planchers des caves, et puis les gaines techniques. Autre point, évidemment, les 96 appartements sont chauffés par un chauffage central, un local chaufferie en terrasse, et ça fait un certain nombre de réseaux pour la distribution. Donc il y avait aussi un point à traiter, le calorifugage, ainsi que, accessoirement, le désembouage et le rééquilibrage du réseau, parce qu'on le verra plus tard, il y a une conception tout à fait particulière. Juste aussi pour l'anecdote, c'est que l'ensemble des kilomètres de tuyaux sont tous en acier. Voilà. Donc ce qui pose aussi un problème clairement de désembouage. Là, on voit... Alors, donc en fait, la vraie difficulté, c'était de comment traiter le mur nord-est, donc le grand mur rideau. Sachant que toute la structure, donc voile et dalles, sont réalisées avec des dalles de 14 cm d'épaisseur. Donc, si on met 5 cm de protection de part et d'autre, il reste plus grand-chose pour mettre des aciers. Et de la même façon, pour aller s'accrocher sur ces voiles, c'est compliqué. D'autant qu'en plus, le mur rideau, il se situe grosso modo à une vingtaine de centimètres de la structure en elle-même. Entre les deux, il y a un peu de remplissage et puis des éléments en débord pour tenir et faire les réglages du mur rideau. Donc, c'est ça qui a été très compliqué à trouver, à imaginer, c'était comment aller se fixer sur la structure sans traverser vraiment la façade en mur rideau, qui elle-même, avec ses panneaux de Glasal, posait directement un problème de désamiantage. Il n'était pas question de se lancer là-dedans. Donc, il fallait passer par les joints. Voilà. Donc, aller chercher les voiles simplement sur une ligne de fixation. On n'a pas le droit à deux fixations, mais une superposée pour rester dans l'épaisseur du voile. Déporter des éléments structuraux de console pour permettre la structure secondaire en acier et pouvoir venir mettre dessus l'isolant, son support et les panneaux de façade de finition. Moins de 10 minutes. Donc, très vite. Alors, ça, c'est pour la technique. L'autre point aussi, l'autre défi, c'était que 1600 m² de façade, donc en R+11, en plein centre de Lorient, où le gabarit il fait 4-5 étages, il
faut pas faire n'importe quoi. Donc l'idée, c'était de se dire, bon, ce grand mur qui, auparavant, bon, était pas... Pourquoi il ne veut pas? Ah si, c'est là, excusez-moi. Oui, on voit, là, bon, ce mur jouait sur les jeux de quinconce et tout ça. Bon, moi, mon idée, c'était de dire, ben non, cette grande surface, en fait, c'est un morceau de ciel à l'intérieur de la ville. Donc, pour ce faire, il faut travailler avec quelque chose qui puisse jouer avec la lumière, jouer avec les différentes heures de la journée. Donc, l'idée, ça a été de travailler plutôt à l'horizontale avec des panneaux recouverts d'une peinture un peu irisée qui permettra de travailler avec la lumière et les angles incidents pour voir le bâtiment. Ce qui fait que comme il est très grand, en fonction de l'endroit où on se trouve par rapport au bâtiment, on n'a pas le même effet, on n'a pas la même couleur qui arrive. Donc ça se situe entre le gris, le bleu, et parfois même ça tire au rouge un petit peu, suivant les lumières. Voilà. Donc là, on voit les exemples de travaux, on voit les éléments d'isolation, les structures secondaires qui vont recevoir les cassettes, les éléments qui tournent autour des menuiseries qui, elles, restent inchangées. Hein. Et là, on voit un exemple de la réhabilitation en cours, avec la partie où les cassettes sont déjà là, on voit le jeu de lumière qu'il y a dessus, et tout l'échafaudage avec le montage des structures secondaires et d'isolants qui sont faits au fur et à mesure le long du bâtiment. Là, on voit les effets les clichés thermiques qui ont permis de voir un petit peu avant et après comment ça se passait. Hein. La partie isolée, on voit là ce qui se passe, et puis entre les deux, entre l'isolation et la non-isolation, et la partie non isolée. Il y a clairement de la différence. Voilà la façade terminée en 2022. Hein. Alors... on a, bon, en revanche, accessoirement, donc on a les pignons qui, eux, ont été traités sur la base d'ITO classique. Hein. Ça ne posait pas trop de problèmes. À l'intérieur, les coursives aussi, des caves qui donnaient partiellement sur des duplex ont également été isolées. Et puis là, on voit l'isolation extérieure de l'ITE. Et puis, bon, les clichés thermiques qui vont avec. Le travaux de flocage des caves, des plafonds des caves, des coursives aussi à côté. Voilà. Et puis, accessoirement, les calorifugages des conduits qui se promènent également dans les coursives techniques et dans les circulations de caves. Après, on a également le problème alors là, c'est ce que j'avais évoqué, donc le problème du chauffage, donc chauffage central, dans local chaufferie en toiture, avec deux chaudières qui avaient été déjà changées à condensation, qui avaient été changées 5 ans avant, mais deux systèmes différents, un système de distribution en façade sud-ouest en bitube et en monotube façade est, avec une position de la chaudière qui était un peu excentrée, ce qui fait que, grosso modo, quand ça fonctionnait, il y avait des appartements à 16 degrés et d'autres qui avoisinaient les 28. Donc, ce qui fait que certains appartements, l'hiver, fermaient tous les radiateurs, ouvraient les fenêtres, et d'autres faisaient le contraire et ils avaient froid. Donc là, il y a eu un gros travail à faire, où on voit là le schéma thermique, hein, où la chaudière, la chaufferie est là-haut. Donc plus on se rapproche de la chaufferie, grosso modo, ça va bien. Vous voyez, 23 ici et 17 autour. Ouais. Alors c'est vrai que le fait d'isoler les pignons, ça a aidé, bien entendu, mais... Le gros défi, c'était arriver, sans changer les kilomètres de tuyaux qui existaient, bien entendu, à faire fonctionner ce chauffage le plus normalement possible et de façon la plus équilibrée. Donc, qui dit équilibrage, donc on a mis des thermostats et robinets thermostatiques partout, des vannes thermostatiques également pour équilibrer chaque colonne, et en haut, un pilotage avec des pompes à débit variable qui réagissaient en fonction des différentes données.
Il vous reste 2-3 Voilà. minutes Voilà. pour nous présenter comment le Alors, conseil syndical a porté ce projet. Maintenant, je laisse la parole à Christian Guérard qui a Je mené disais à surtout le l'instant, au conseil montage. syndical, il ne faut jamais laisser parler les architectes en premier. Bah oui. Bonjour, merci. Oui, mais c'était un architecte très précieux, très brillant et qui a su trouver des solutions là où d'autres avaient baissé pavillon parce que c'était vraiment pas simple, comme vous l'avez compris. Ce qui n'était pas simple non plus, c'est l'aventure que je vais retracer en 2 minutes, 6 ans en 2 minutes. Voilà. C'est un peu le challenge, mais bon, on est la première copropriété du Morbihan, copropriété privée, à avoir effectué des travaux de cette ampleur avec l'aide de MaPrimeRénov' Copro. Oui. Donc, comment ça s'est fait? Pourquoi? Ben voilà, un audit en 2017. Donc, ça a commencé quand je vous dis 6 ans. Hein, voilà. Des travaux votés tout de suite, mais on s'aperçoit que la structure du bâtiment est plus complexe, qu'il va falloir revoir la copie de l'extérieur. On s'imaginait que ça serait simple, c'est beaucoup plus compliqué. François vous l'a montré. En plus, il y a eu la Covid dans le chapitre. Projet réactualisé, budget environ 1,3 million. Changement de syndic, vous voyez, on n'a pas eu la vie simple. Le chantier de mars 21 à 2022 et aujourd'hui 2023, demande de paiement de subvention encore en cours. Donc on a tout perçu sauf les C2E, c'est pas si mal. Voilà, montant, les chiffres rapidement, 1 365 000 et des poussières. Là-dedans, il y a un peu plus de 100 000 euros qui ne sont pas des travaux, hein, qui sont les audits, l'architecte, les experts, les commissions de sécurité, etc. 40% environ de subventions publiques qui se répartissent sur les copropriétaires, un peu plus de 540 000 euros, et les 18 copropriétaires occupants revenus modestes. Donc presque 20% des gens ont des revenus inférieurs au plafond de l'ANA. C'est dire l'investissement qu'ils ont fait, ça a été un travail remarquable de leur part. Il y en a qui ont vendu des prêts épargne logement, des choses comme ça. Préfinancement des subventions par Procivis, 40% de gains énergétiques. Voilà, c'est assez simple. Ce n'est pas forcément représentatif. On va voir par copropriétaire, vous voyez. Bon, une fois qu'on a enlevé les dépenses, les aides, on arrive à des montants qui seront relativement raisonnables compte tenu de l'ampleur des travaux. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier que ça ne représente que le chiffre final. Hein, c'est avant d'avoir touché, enfin une fois qu'on a touché les subventions. Une comparaison intéressante, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait rien fait? Ben voilà. Économie sur 20 ans, 940 000 euros à peu près. Je pense que c'est motivant. Si vous voulez, vous aurez, je vais très vite, hein, mais vous aurez ça chargeable en PDF. Amortissement prévu entre 11 et 12 ans. Alors, vite fait, un bilan qualitatif, confort thermique, fin des parois froides, ça c'est clair. Il ne faut pas oublier, hein, il n'y a pas que la température, il y a aussi le ressenti. Un confort acoustique, ce n'était pas prévu, c'est la cerise sur le gâteau, c'est très agréable en centre-ville. La valorisation du patrimoine immobilier, je ne vous donne pas de chiffres, mais c'est impressionnant. Ça apporte un ravalement durable, on va pas être obligé de repeindre tous les ans. Un bilan environnemental extrêmement positif, on pense aux générations futures, donc une certaine fierté. Pour terminer, vous avez dit c'est exemplaire. Moi je dirais non, c'est un bon exemple, mais ce n'est pas exemplaire. Ce n'est pas exemplaire parce que la plupart des réfections de ce style auront moins de problèmes techniques. Et là, c'est l'exploit de François. On a mené à nous deux 60 réunions de chantier quand même. Voilà. Et puis on s'est appelé le week-end et tout. Bref. Donc ce n'est pas exemplaire parce qu'on peut faire plus simple. Ce n'est pas exemplaire non plus parce que le prix qu'on a payé aujourd'hui, on paierait facilement 20% de plus. Et l'énergie a augmenté et continuera à augmenter. Donc, chaque situation est particulière. Pour résumer, je dirais que si vous voulez réussir un projet pareil en tant que copropriété privée, la première chose, c'est d'abord avoir un conseil syndical de choc, commando. Vraiment, il faut vraiment bosser là-dessus, avec un syndic qui suive, avec un audit digne de ce nom, parce que en Morbihan, on me demande d'aider maintenant des copropriétaires à faire la même chose. Et je vois des audits, mais c'est n'importe quoi.
Donc, il y a vraiment des bons audits et des mauvais audits, et surtout des audits qui veulent en plus faire le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ensuite, vous inquiétez pas, on s'occupe de faire les travaux derrière. Donc, il faut être très, très pointilleux là-dessus. Et puis ensuite, le choix des entreprises. Donc, je salue particulièrement Isor, à Laval. Trouver une entreprise capable de faire un travail pareil sur la façade. Vous avez vu le montage extrêmement complexe que François a trouvé avec eux. C'est admirable et ils ont été admirables d'un bout à l'autre. Voilà, je crois que j'ai dit. Vraiment, je voudrais que vous vous applaudissiez, nos deux intervenants, et en particulier. Qu'est-ce que... Vous nous avez donné envie d'assister à une réunion de copropriétaires, ce qui est quand même exceptionnel. Ouais. Je vais tempérer ça en disant que depuis, j'ai démissionné. Parce que, bon, officiellement, parce que le plus dur était fait. Officieusement, je commençais à avoir des problèmes de couple. C'est ça. Ouais. Parce que, bon, elle m'a dit, tu aurais pu trouver mieux que ça comme dérivatif, mais bon. Alors, en attendant qu'il y ait une première question, moi j'en ai une pour vous. J'ai entendu là 60 réunions de chantier, sans compter tous les coups de fil au président du conseil syndical. En tout, c'est 3 ans. Hein. C'est 3 ans de travail. Hein. Vous, parce que parfois, il y a des architectes qui nous disent, dans certains projets, il y a une part de militantisme qui m'a rémunéré. En fait, il y a une part non rémunérée de votre temps, ce qui fait aussi des projets qui ne sont pas forcément transposables parce que tout le monde ne peut pas être aussi militant, passer autant de temps sans avoir été rémunéré. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Quand on aime son métier, on ne compte pas ses heures, de toute façon. Donc, quand le client est content, c'est la meilleure des récompenses, n'est-ce pas ? Accessoirement, il faut quand même être payé, parce qu'autrement, on ne peut pas travailler. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une première question ? Alors, j'en ai une autre sur les difficultés, parce que vous aviez une réserve, une slide en réserve sur les difficultés du projet. Si vous pouvez nous la montrer. Voilà. Oh là. Voilà. Alors, bon, qui est-ce qui la présente ? C'est vous, monsieur ? Oui, c'est moi qui l'ai faite, donc il faut que j'assume. Donc, on m'a demandé depuis d'aider d'autres copropriétés sur ce genre de projet. Et donc, j'ai fait je me suis dit, ça va faire 5-6 points. Et puis, je suis arrivé à 20 points. Ça, c'est pour le process. 20 points dans le process et ensuite les difficultés. Voilà. Des difficultés techniques, le diagnostic initial, je l'ai dit. Définir les objectifs. Souvent, vous avez des gens qui changent d'idée en cours de chemin. Il faut vraiment faire un cahier de charges qui tienne la route, quoi. Choisir maître d'œuvre et entreprise. Là, avec François, il s'est imposé spontanément tellement son projet dominait les autres. Il faut le dire et le redire. Merci. Maîtriser le calendrier. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais voilà. C'est des experts. Au point structurel, fédérer un conseil syndical de choc. Voilà, commando. Il faut vraiment des gens qui mettent la main à la pâte et qui soient très disponibles. On est 9. Et ça a été vraiment très fort. Mais bon, il y en a d'autres qui ont démissionné quand j'ai démissionné aussi. Parce que avoir un syndic compétent et motivé, ça, c'est pas évident. Et surtout qu'ils se tiennent à jour des nouvelles aides, des procédures, etc. Enfin nous, on a carrément changé de syndic. Hein. Ça a été... terrible. Maintenir une gestion conforme et saine, être hyper rigoureux sur les factures, parce qu'il y a des dérapages dans tous les sens, manager l'ensemble en permanence. Voilà, ça c'est la veille. C'est le plus crevant, c'est le plus dur, c'est la charge morale. Au point administratif, cibler les dispositifs d'aide adaptée, 6. Donc il y en a 4 qui sont liés à l'ANA, avec ma prime Rénov-Pro, avec la prime LED AMO, assistance maître d'œuvre, où François a beaucoup travaillé aussi, et pourtant il n'aime pas l'administratif. Et puis on a eu aussi l'aide pour obtenir l'étiquette B, 40% d'économie, fallait y arriver. On a eu aussi les aides pour les gens à faible revenu. On a eu également un coup de pouce de la part de la mairie de Lorient. C'est pas énorme, mais c'est très honorable. Et puis surtout, c'est le seul argent qu'on a eu à l'avance. Ça compte. Ça compte, oui, ça compte. Effectuer les marches, alimenter les dossiers. Attention aux taux de TVA et aux clés de répartition. Alors, les taux de TVA, vous avez des tas d'entreprises qui se mélangent les pinceaux entre ce qui est éligible à 5,5% parce que réduction et qui ne l'est pas. Par exemple, les échafaudages, dès lors que vous faites un travail d'économie d'énergie, de doublage, les échafaudages, ils sont à 5,5%. Bien qu'a priori, ce ne soit pas, mais c'est
par la loi, c'est lié. Donc c'est des choses qu'il faut savoir, ça, que je ne savais pas, hein, que j'ai appris sur le tas. Je vois des gens qui sont surpris aussi, non? Ah, donc au moins, on aura appris des choses. Ah, mais pas que les échafaudages, hein. On a eu Non, aussi mais des dans la tranchées, mesure où l'échafaudeur intervient comme sous-traitant de l'entreprise. Attention. Hein. Autrement, Oui. c'est un prestataire de service et là, c'est du vin. Hein, voilà. Voilà, mais il faut regarder bien les textes, hein. Alors, par exemple, François avait prévu aussi une tranchée qu'on ne voit pas, hein, pour le doublage de la partie arrière, où la partie qui n'est pas doublée par la deuxième peau, eh bien, elle est protégée jusqu'à 50 cm sous le sol. Bon, ben là, les travaux de terrassement, ils ont été aussi à 5,5%. Alors, si vous voulez bien, le reste, on le lira. Une question dans la salle? Oui, j'ai une petite question. On voit la difficulté d'avoir une solution technique qui se tienne, et puis l'économie, à mon avis, elle doit être sensible. Est-ce que vous avez, dans ce type d'appel d'offres, est-ce que vous avez travaillé en amont avec l'entreprise? Est-ce qu'il y a vraiment un duo? Oui. Donc Ça, c'est Oui, vraiment clair. intéressant à savoir. C'est clair. Ok. Il y a eu, avant tout appel d'offres, il y a eu vraiment un travail avec plusieurs entreprises parce qu'il a fallu trouver des gens qui étaient motivés, qui pouvaient offrir des solutions techniques. Et puis, en définitive, un travail aussi avec des bureaux d'études indépendants. J'ai bossé avec un ingénieur thermique et un ingénieur structure. Et puis, quand on a commencé à comprendre comment ça pouvait marcher, après, il a fallu vraiment trouver les entreprises qui pouvaient faire ça. Et vous avez modifié une partie des plans une fois que vous avez choisi Isor pour travailler avec vous? C'est-à-dire que moi, j'ai fait avec l'ingénieur, on a fait des plans théoriques, hein, Ouais. de principe, et après, c'est la technicité et les habitudes de travail d'Isor qui ont fourni tous les plans d'exécution de détail. De toute façon, c'est pas moi qui faisais les plans d'exécution, hein. Mais parce qu'ils avaient déjà fait des opérations un petit peu similaires, donc ils avaient déjà un savoir-faire là-dessus, et ils ont pu intégrer aussi tous les problèmes de réglage, hein, parce que ça, n'oublions pas que sur un bâtiment comme ça qui fait 36 mètres de long, grosso modo, en horizontalité, il a fallu trouver des joints de sorte à gérer 7 cm de différence, hein, parce que d'un bout à l'autre, il y a 7 cm de différence. Et pareil en vertical, hein. En vertical, le bâtiment n'est pas vertical, donc il faut pouvoir suivre sans que ça se voit. Voilà. Alors, peut-être une... Non, mais la question était bonne, hein, parce que c'est vraiment le problème. Trouver les bonnes entreprises, Oui. c'est pas toujours évident, hein. Juste quand même, les clés de répartition. Faites attention avec les syndics. Souvent, ils sont à côté de la plaque. Je suis désolé s'il y a des syndics ici, mais Je crois qu'il y en a. voilà. Mais voilà, sur quelle clé de répartition? Le nôtre, il voulait faire porter ça sur les tantièmes de caves. Or, les caves ne sont pas chauffées. Oui, mais non, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. C'est du ravalement. Non, c'est pas du ravalement. C'est de la rénovation énergétique. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut mettre au point parce qu'après, ça fait des tiraillements, des injustices au sein de... J'ai une dernière question pour vous. Vous avez démissionné de la présidence du conseil syndical, mais vous habitez toujours sur place. Oui. Comment bon, les Français sont râleurs, donc peut-être, je voudrais. Comment sont les habitants là aujourd'hui, une fois que les travaux sont achevés? Le niveau de satisfaction, est-ce qu'ils vous engueulent dans la cage d'escalier en disant t'aurais jamais dû? Enfin bon, voilà, comment ça se passe? Ouais. Non, ils sont fiers. Ils sont fiers et contents. Ils ont râlé parce que 6 ans, et au début, on croyait qu'on s'en sortait pour 600 000 €. C'était le plan de départ. Voilà. Et puis, bon, tout est devenu plus compliqué. Mais non, ils sont fiers et contents. Alors, bon, il y a toujours 2-3 râleurs, mais il y a eu une seule abstention et tous les autres étaient pour quand on a voté ce budget. C'est quand même, bon, c'est dû aussi, bon, je ne me fais pas une auréole, mais le conseil syndical, on a carrément choisi de louer une salle de cinéma avec des diaporamas et on a fait un travail pédagogique énorme en tenant comment on appelle ça, des permanences. Dans une salle, on a une salle de réunion en bas de l'immeuble. On tenait des permanences par rotation pour expliquer aux gens un par un et avec leur budget. Et puis, un gros merci aussi, bien sûr, à François, bien sûr à Isor, c'est vraiment les deux piliers, mais aussi à Aloen, agence locale de l'énergie Bretagne Sud, qui nous a énormément épaulés. Tout ce que je vous raconte, j'étais incapable de le raconter il y a 5 ans, et ils nous ont accompagnés dans cette acquisition de connaissances, de compétences, de maîtrise. Donc un grand merci à l'ON, ça a été vraiment très très précieux. Eh bien, merci à vous. Merci à vous aussi de votre attention. On reprend à 14h.
pile. Vous avez vu qu'on maintient nos horaires. Et donc, bon appétit. À tout à l'heure.